Bonjour, c'est l'heure du JT sur 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce jeudi 12 mai 2016. Les chasseurs alpins sont au fait des opérations extérieures. Mercredi soir, ce sont 170 militaires du 27e bataillon qui ont pris la route pour le Mali. Leur mission sur place, lutter contre le terrorisme. Je recevrai ensuite Michel Bouvard sur ce plateau. Le sénateur savoyard préside la structure d'économie mixte Savoie Station Participation. L'une des priorités aujourd'hui, le réchauffement des lits touristiques en montagne, notamment par la rénovation de l'immobilier. Enfin, nous verrons le dernier épisode de notre série de la semaine consacrée aux coulisses de la Poste. Ce soir, nous nous intéresserons au bureau de poste, des structures pointées du doigt par la Cour des comptes pour leur manque de rentabilité. Mais avant, les élus des territoires touristiques se sont réunis aujourd'hui pour leur conseil d'administration à Évian, un rendez-vous annuel, mais qui se tient cette année dans un contexte particulier. En effet, la réforme territoriale est au centre des discussions. Les 250 élus attendaient donc de pied ferme Martine Pinville, la secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Elle était là cet après-midi, vous le voyez sur ces images signées Emmanuel Jaude. Nous y reviendrons plus longuement vendredi soir dans le JT. Ce sont donc 170 soldats du 27e bataillon des chasseurs alpins qui ont quitté le quartier Tom Morel mercredi soir. Direction le Mali, c'est en réalité la première vague qui est partie hier. En tout, ce sont 350 hommes qui partiront pour l'opération Barkhane. Les opérations seraient parties sur 5 pays du Sahel, de la Mauritanie au Tchad, en passant bien sûr par le Mali. Le but, combattre le terrorisme. Julie Marchand était sur place hier soir pour assister au départ. On regarde son reportage. Les militaires se rassemblent petit à petit devant leur famille. Les sacs à dos sont alignés. Le silence s'installe. La cérémonie peut commencer. Ces 170 soldats du 27e BCA s'apprêtent à partir pour le Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Deux aspects sont essentiels à cette mission opérationnelle: affaiblir les groupes armés terroristes et former les forces armées maliennes partenaires, ainsi que les autres forces armées africaines. Donc de leur faire progresser à un niveau opérationnel de façon à ce qu'elles deviennent autonomes et qu'elles prennent en compte la sécurité du pays à leur compte. Une mission qui s'inscrit parfaitement dans la défense du territoire national. Toutes ces mouvances djihadistes sont plus ou moins interconnectées. Et il y a au minimum des flux d'argent, des flux de matériel, éventuellement des flux d'hommes entre les cellules qu'on peut connaître sur le territoire métropolitain et celles qu'il y a sur le territoire malien. Pour remplir leur mission, les soldats présents aujourd'hui se sont entraînés pendant 4 mois. Ils partent pour des zones d'opération où la situation sécuritaire est sous contrôle, mais où le risque zéro n'existe pas. C'est leur métier. Mais pour les familles, surtout les jeunes enfants, la séparation est difficile. Ils sont toujours enthousiastes de partir en mission. Néanmoins, effectivement, on laisse les familles. Pour certains, on laisse des enfants et il y a toujours une forme de déchirement. Voilà. Donc la mission est pour 4 mois, ça peut être relativement long. Maintenant, les familles ne s'est pas laissées au bord de la route non plus. On les a accueillis, on les a informés, on va garder le lien pendant 4 mois, on va leur proposer des activités de façon à ce qu'elles se sentent entourées par les gens du bataillon qui restent en base arrière. Les militaires ont quitté la caserne et leurs proches à 22 h ce mercredi 11 mai. Direction Paris. Avant d'embarquer pour le Mali, tôt le lendemain matin, pour une durée de 4 mois. Une effigie de Saint-Bernard leur est distribuée avant la montée dans le bus, une tradition chère à nos soldats montagnards. Parlons économie maintenant avec l'invité de la rédaction. Je reçois sur ce plateau Michel Bouvard, sénateur et président de Savoie Station Participation. Bonsoir. Bonsoir. Alors la structure départementale détient déjà des participations dans 15 domaines skiables et vous souhaitez développer l'investissement et la rénovation dans l'immobilier. Vous avez créé des structures dédiées à ces missions. C'est le rôle des autorités publiques de prendre en charge l'immobilier en montagne? Alors c'est le rôle parce que Savoie Station Participation, comme vous l'avez dit, nous sommes actionnaires de sociétés de remontée mécanique. Évidemment, le but, c'est de pouvoir accroître le chiffre d'affaires de ces sociétés qui permettent de dégager des résultats et en même temps de créer localement de l'emploi. Or, sur l'immobilier, on s'aperçoit que pour des opérations complexes,
on ne trouve pas d'investisseurs ou il y a un besoin d'expertise. Et puis sur la rénovation, nous sommes globalement, depuis un certain nombre d'années, dans une situation d'échec collectif. Donc nous allons essayer d'apporter une réponse. Ça fait plus de 20 ans que la problématique des lits froids se pose en station. Votre solution miracle, vous l'avez trouvée ? Alors, je ne sais pas si c'est une solution miracle, mais en tout état de cause, la rénovation de l'immobilier de loisirs suppose plusieurs solutions. Il y a effectivement depuis 20 ans un nombre infinitésimal de lits qui ont été remis sur le marché au regard du besoin et au regard du nombre de lits qui sortent de la mise en marché chaque année. Il y a des opérations qui ont eu lieu localement, il y a la foncière de la Caisse des dépôts qui, dans les stations gérées par la Compagnie des Alpes, a amorcé aussi des processus de rénovation. Le dispositif qu'on propose, il a l'avantage de s'adresser à tous les propriétaires, sans contrainte. Il n'exige pas de mise de fonds au départ, ni du propriétaire, ni de la part des sociétés de remontée mécanique, ni de la part de la station en capital. C'est donc une solution souple, et c'est pour cela, et parce que nous l'avons testée à Courchevel et au Mottaret, qu'on pense qu'elle peut apporter une avancée majeure sur la logique de la réhabilitation. La rénovation ne se fait pas d'elle-même, c'est-à-dire que les propriétaires qui ont des appartements en station ne les entretiennent pas. Les propriétaires, dès lors qu'ils ne mettent plus leur appartement en marché, vont être moins incités finalement à faire de la rénovation. S'ils y viennent uniquement quelques semaines par an, ils ont souvent d'autres priorités de dépenses. Et le problème, c'est qu'une partie de ces appartements sont néanmoins loués, certaines fois. Donc les gens qui viennent ne sont pas satisfaits de la qualité. Et puis une partie ne sont plus loués du tout. Donc nous, le but, c'est d'arriver à ce que ces appartements puissent à nouveau être loués parce que c'est des clients et des capacités d'hébergement qui évitent des constructions nouvelles, avec les équipements qu'il faut autour. Et puis c'est aussi un gage de qualité de service par rapport aux produits touristiques qu'on doit apporter dans nos stations. Pourquoi les structures privées ne sont pas plus actives en la matière ? Parce que la rénovation, c'est quelque chose de diffus, donc c'est très compliqué. Les grands hébergeurs comme Pierre et Vacances et d'autres ont essayé de faire de la rénovation, en proposent, mais le moment où on peut acheter un bloc complet pour le rénover, c'est tout de même quelque chose de très rare, parce que la propriété à la montagne est une propriété diffuse, y compris dans les résidences de tourisme, et singulièrement dans les résidences de tourisme les plus anciennes, celles justement qui ont besoin de rénovation. Donc nous, ce que l'on propose finalement, c'est de mettre à disposition un produit, le produit Affiniski, pour les stations, mais aussi pour les grands hébergeurs. Et là, nous avons des opérations tests qui vont commencer avec Pierre et Vacances, qui, avec les résidences qu'ils gèrent et avec les propriétaires qui sont dans ces résidences, ça permet d'apporter une solution de rénovation qu'ils peuvent proposer aux propriétaires. L'intérêt, c'est aussi de faire des économies d'échelle, de faire une rénovation à moindre coût, parce qu'on a travaillé avec un certain nombre d'entreprises, avec un certain nombre de fabricants de meubles, parce qu'on a aussi négocié avec des établissements bancaires, des solutions clés en main qui peuvent être apportées aux propriétaires, qui est déchargé de la responsabilité des travaux et finalement qui est assuré de la qualité du produit qu'il va avoir à l'arrivée, puisqu'il a des opérations témoins qui permettent de le vérifier. C'est un dispositif qu'on va retrouver uniquement en Savoie ? Alors, à la différence de la filiale de Savoie Station Participation, qui a pour but d'investir dans l'immobilier et qui, pour le coup, est réservé aux stations où nous sommes actionnaires des sociétés de remontée mécanique, ce dispositif a vocation à être déployé dans l'ensemble du massif alpin. Nous avons modifié d'ailleurs les statuts de la société pour ce faire, parce que c'est un besoin qui concerne l'ensemble de l'économie alpine, et singulièrement dans les deux départements savoyards, qui sont la première destination pour les sports d'hiver dans notre pays. En un mot, vous vous êtes beaucoup mobilisé sur l'installation des clubs med en montagne. Ça marche plutôt bien en Savoie. En Haute-Savoie, on l'a vu à Samoin, ça a été compliqué. Finalement, les derniers recours ont été levés. C'est une bonne nouvelle ? C'est une excellente nouvelle parce que le Club Med, il apporte aujourd'hui deux choses à la montagne. Une diversification des typologies justement de mise en marché. Parce que
Nous sommes très dépendants du modèle des résidences de tourisme. On a besoin de développer les clubs de vacances, on a besoin de développer l'hôtellerie. La foncière de la Caisse des dépôts sur l'hôtellerie est également une bonne nouvelle. Et le Club Med, il apporte aussi une clientèle internationale qui ne vient pas à la montagne. C'est une clientèle supplémentaire et c'est une clientèle haut de gamme qui va d'ailleurs dans l'objectif partagé au niveau national d'avoir plus de dépenses dans le tourisme en France et d'avoir plus de création d'emplois. Et le Club Med, il fait des bonnes dépenses dans le tourisme, il fait beaucoup de création d'emplois, donc moi je m'en réjouis pour Samoëns. Et puis c'est un club nouveau tous les ans, qui est ce que Henri Giscard d'Estaing a obtenu de son actionnaire. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour l'investissement touristique. Merci beaucoup, Michel Bouvard. Dans le reste de l'actualité, hier à 6h30 du matin, la municipalité de Chambéry et l'agglomération ont pris la décision d'abattre les arbres place de la Gare et quai du Jeu de Paume. Un abattage qui avait mobilisé pendant plusieurs jours des associations et des particuliers. L'opération a donné lieu à quelques débordements. Les membres du collectif SOS Arbres et de l'association Circulation Concertée Quartier Préservé ont tenu une réunion hier soir pour revenir sur le sujet. On écoute l'un des membres du collectif. Nous avons toujours dit que les arbres, c'était un combat immédiat. Je vous rappelle que nous avons eu 7200 signatures en très peu de temps, à la fois sur Internet, où ça doit arriver à 2009 maintenant, et sur papier. Les gens étaient ulcérés. C'est pas possible, on va pas couper ces arbres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Bon, donc les gens ont beaucoup signé, et nous pensions qu'avec les 2 référés qui courent, plus les signatures, au moins on attendrait, pour discuter un peu, pour voir s'il n'était pas possible. Ces arbres ont été abattus non parce qu'ils sont malades, ils étaient parfaitement sains, mais parce que le projet de la mairie consiste à mettre dans cette petite rue qui est là, qui fait moins de 13 mètres de large, des bus à double sens. Et dans une lettre ouverte envoyée cet après-midi, Michel Dantin, maire de Chambéry, rappelle que tous les arbres seront replantés et que près de 2000 arbres ont été abattus lors du dernier mandat. Michel Dantin ajoute, je cite, à Chambéry, quand un arbre tombe à gauche, c'est dans l'indifférence générale. Quand il tombe à droite, c'est un crime intolérable. Fin de citation. On retrouve notre série de la semaine. Elle est consacrée, je vous le rappelle, à la Poste. Avant de retrouver les coulisses de l'entreprise, comme depuis le début de la semaine, intéressons-nous au dernier rapport de la Cour des comptes. La productivité des bureaux doit être revue, affirment les magistrats. On fait le point avec Olivia Boisson. Carton jaune pour la Poste. La Cour des comptes a rendu son verdict. Face à la chute de volume du courrier, l'entreprise doit moderniser ses services de guichet et réduire le coût de ses activités. Le nombre moyen de clients est passé de 2,7 à 1,6 million en 10 ans. En plus de cela, sur 6800 bureaux de poste, 1 millier aurait une activité inférieure à 3 heures. Pour la Poste, l'heure est donc au changement. Et le gouvernement met en œuvre certaines mesures. C'est le cas en Haute-Savoie, où la première maison de service au public de la région accueille les citoyens éloignés des opérateurs publics, dont la Poste, Pôle emploi ou la caisse d'allocation familiale. Elle se trouve à Abondance et sera inaugurée le 9 juin. On reste avec Les Hommes en jaune et le dernier épisode de la série, direction le bureau de poste. On en compte plus de 6500 sur le territoire français. Olivia Boisson s'est rendue à celui de Chambéry. On regarde son reportage. Chaque jour, 800 clients franchissent les portes du bureau de poste de Chambéry. Pour les servir, une vingtaine d'employés sont présents. Ils s'occupent de l'envoi du courrier, des colis, mais aussi de la banque postale et de la poste mobile. On a un chargé de clientèle qui va au-devant des clients, donc qui se charge en fait, qui pose la question à savoir quel est leur besoin et les oriente en fait soit vers un automate, soit directement vers un îlot. Au guichet, en face des automates, les chargés d'accueil reçoivent les clients. Leur métier est en pleine métamorphose depuis quelques années. C'est le cas pour Aurélie, qui travaille à la Poste depuis 9 ans. En fait, avant, on était derrière nos guichets, on attendait que la clientèle vienne à nous, et maintenant, on va plus au devant de la clientèle. Voilà. Et après, il y a pas mal de choses aussi au niveau des automates. Maintenant, ils ont fait en sorte que les gens attendent moins au guichet pour, par exemple, juste un timbre, en fait. La relation avec le client n'est pas la seule à avoir évolué. Les 160 mètres carrés de locaux, eux aussi ont changé et ont pris un coup de jeune, et ce, suite à un investissement de 57 000 €. J'ai jamais eu autant de transformations. Ça fait 34 ans que je suis à la Poste et les 7 dernières années, c'est vraiment, on a eu des transformations. Quand je suis arrivé, on avait donc la lignée de guichets qu'on peut connaître dans certains bureaux encore. Ensuite, on est passé en espace service client, c'est-à-dire qu'on n'avait que 3 îlots bancaires
3 îlots en salle, et maintenant c'est tout en salle. Donc en fait l'espace est vraiment dédié au client. Le client a le droit d'aller partout, ou quasiment partout. Voilà. Ce qu'on a amélioré aussi, c'est l'attente du client forcément, parce qu'on a rajouté des automates, qu'ils soient bancaires ou qu'ils soient courriers. Donc ça permet aux clients aussi d'avoir un parcours beaucoup plus facilité et d'aller beaucoup plus vite. Minimiser l'attente du client est le challenge de la Poste. En moyenne, cette dernière est inférieure à 5 minutes. En fait, on est un bureau qui est certifié. Donc ça veut dire que quand le client rentre dans notre bureau, on lui donne un petit coupon qu'on flash et qu'on reflash une fois qu'il est sorti. Comme ça, on peut mesurer le temps d'attente. Notre obsession, c'est la qualité client, la relation client. C'est là qu'on fait la différence. Justement, la Poste devra faire cette différence dans les mois qui viennent. La Cour des comptes a rendu public un référé invitant l'entreprise à réduire rapidement les coûts de ses activités guichets. En effet, le temps d'activité de ces derniers a chuté de 25% entre 2009 et 2014. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour un nouveau JT. Passez une très belle soirée.